La Nouvelle-Calédonie détient en son cœur un trésor inestimable, une biodiversité unique au monde, avec une richesse en espèces qui fait rêver les botanistes et les amoureux de la nature. Au fil de son histoire, des explorateurs et des scientifiques du monde entier ont fait le voyage vers cette terre lointaine pour observer de près ces plantes, scrutant avec admiration la forme de leurs feuilles, la texture de leurs écorces, l'éclat de leurs fleurs et la diversité de leurs couleurs. Dès 1774, avec l'arrivée de James Cook, les premiers témoignages écrits et illustrés ont vu le jour. Les plantes endémiques de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas seulement rares, elles sont parfois micro-endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent que sur une portion du territoire, parfois sur une seule montagne, dans une seule vallée. Ces végétaux racontent une histoire ancienne, celle d'une terre évoluant de manière isolée, loin des influences continentales. Aujourd'hui, ces plantes, véritables survivantes d'un autre temps, sont non seulement des trésors scientifiques, mais également des symboles d'un patrimoine naturel à préserver coûte que coûte face aux défis climatiques et environnementaux. Alors les premières collectes pour la Nouvelle-Calédonie, du moins celles qui nous sont encore présentes aujourd'hui, elles ont commencé avec la découverte de la Nouvelle-Calédonie par l'équipage de James Cook en 1774. Donc il faut savoir que toutes ces grandes expéditions d'exploration, elles avaient toujours à bord de leur navire des naturalistes, donc des scientifiques spécialistes de la nature, qui étaient là pour documenter en fait l'histoire naturelle des pays qui allaient être découverts. Et en l'occurrence, dans son deuxième voyage dans le Pacifique, c'était deux Allemands, Johann Reinhold Forster et son fils George Forster, les premiers à herboriser en Nouvelle-Calédonie, et notamment à Balade, là où a accosté le capitaine Cook. Ils collectent leurs plantes, ils les font sécher tant bien que mal avec les conditions de l'époque, donc ils les stockent dans les bateaux où il y avait déjà assez peu d'espace. Et ensuite, donc, quand ils ont fini leur périple, ils rentrent en Europe, en l'occurrence c'était en Angleterre. Et donc, tous ces spécimens sont étudiés, sont confiés à des muséums. Les scientifiques, ceux qui s'intéressent aux plantes, se rendent compte en fait que tout ce qu'ils ont ramassé en Calédonie, forcément, c'est extraordinaire, c'est nouveau, c'est très original. Et donc, ça fait effectivement beaucoup de bruit dans la communauté scientifique, quoi. Ensuite, après l'expédition du Captain Cook, les prochains à avoir ramassé des plantes en Calédonie et à les avoir gardées, donc c'était les naturalistes qui étaient à bord de l'expédition du Chevalier d'Entrecasteaux. Donc c'était Jacques-Julien Houtou de la Villardière, donc qui lui était médecin et spécialisé en botanique. Il était français, donc là c'était une expédition française pour le coup. Lui, il a ramassé une soixantaine d'espèces. Il a passé plus de temps que les père et fils Forster. Il a passé 3 semaines à balade. Et il est rentré un peu plus à l'intérieur des terres. Donc, il a ramassé des plantes un peu plus originales, un peu plus endémiques. Et notamment, il a ramassé l'Oxera pulchella, qui est l'une des premières plantes calédoniennes à avoir été utilisée pour l'ornement en Europe. Il a été le premier à faire un ouvrage vraiment sur ses collectes et sur celles des Forster, qu'il a appelé Certum austrocaledonicum, donc où il a décrit forcément plein d'espèces nouvelles qu'il avait trouvées. Et donc ça a vraiment contribué aussi à faire connaître la Nouvelle-Calédonie comme une terre très très originale en matière de botanique. Donc après le passage de la Billardière, il ne s'est pas passé grand-chose en Nouvelle-Calédonie en matière de botanique parce que c'était la fin des grandes explorations dans le Pacifique et que la Calédonie reste quand même très éloignée de l'Europe, donc il n'y avait pas forcément les moyens pour organiser de nouvelles expéditions et encore moins à titre purement scientifique, quoi. Donc il a fallu attendre une cinquantaine d'années, 1845, avec l'arrivée des pères maristes sur le territoire.
Donc, ils ont été plusieurs à collecter des plantes, hein. Ça faisait partie de leur intérêt intellectuel, je pense, de documenter la flore. Et celui qui a vraiment laissé sa trace en Nouvelle-Calédonie, du moins, c'est le révérend père Xavier Montrousier, donc qui a passé une grande partie de sa vie en Calédonie, puisqu'il est arrivé à 18 ans. Il s'était fait chasser des Salomons et il y est mort. Donc, il a herborisé, surtout avant les années 60, un peu partout en Calédonie où il y avait des missions. Donc, on trouve des collègues de lui, voilà, beaucoup baladent. Saint-Louis, l'île des Pins, Touault. Donc, ces découvertes, il les stockait d'abord chez lui tant qu'il pouvait. Après, il envoyait tout ça en Europe. Et donc, les collections du père Montrousier, elles sont particulièrement précieuses parce qu'il y a une grande partie qui ont été perdues lors d'un déménagement à l'herbier de Lyon. Donc, il en reste très peu, notamment à l'herbier de Montpellier. Donc ensuite, il y a eu la prise de possession en 1853 hein, par le contre-amiral Février Despointes sur l'ordre de Napoléon III. Et là, ça a beaucoup changé les choses en matière de fréquentation dans la Nouvelle-Calédonie parce qu'on a forcément beaucoup de bâtiments de la marine impériale qui vont croiser dans nos eaux. Et parmi ces bâtiments, eh bien, des scientifiques, enfin, du moins des militaires qui vont s'intéresser aux plantes. Et celui qui l'a le plus fait, c'est Eugène Vieillard, qui lui était chirurgien de la marine impériale. Donc voilà la collecte type du Xanthostémon vieillardi, donc le spécimen sur lequel se sont basés les spécialistes pour décrire l'espèce. Donc une collecte de Vieillard, et l'espèce lui a donc été dédiée, Xanthostémon vieillardi. Donc ce spécimen qu'on a devant nous restera à jamais la référence pour ce nom d'espèce. Benjamin Ballanza, c'est le début des botanistes vraiment internationaux qui viennent en Calédonie pour s'intéresser à la flore. Donc lui, c'était un botaniste et explorateur français. C'était vraiment l'un des plus talentueux vraiment des botanistes, notamment pour l'époque, parce qu'il a fait vraiment des collectes magnifiques, très bien séchées dans des conditions, on ne sait pas comment il a fait, hein, quand il a fait l'ascension du Humboldt. Ben, comment il a fait pour sécher aussi bien ses plantes alors qu'il n'y avait pas de matériel, il faisait très humide. Donc c'est vraiment des très belles collectes qui sont encore bien préservées aujourd'hui et surtout avec une foule de détails sur les plantes, les paysages, donc vraiment quelqu'un de très très précis. Là on reconnaît l'étiquette avec l'écriture de Benjamin Ballanza, donc typique de lui avec une description très précise, quoi. Arbrisseau de 1-2 mètres de hauteur, versant occidental du mont Mi, dans les collines argilo-ferrugineuses. 20 février 1869. Et du coup, ça, ce spécimen, on l'a sorti parce que c'est la seule collecte en fait qui a été réalisée pour cette espèce. Cette espèce, elle n'a jamais été revue depuis cette collecte de Benjamin Ballanza, donc depuis 1869. Donc un spécimen particulièrement précieux et on voit en fait que il a quand même subi un peu les ravages du temps, hein. On voit qu'il y a une tige complètement dénutée. On remarque ici qu'il y avait des feuilles à l'époque qui ont été mises en pochette. Donc c'est pour ça que l'importance de notre métier, c'est aussi de faire en sorte que voilà, tout ce patrimoine qui est là aujourd'hui et qui est vieux, voilà, de plus de 150 ans en l'occurrence, soit encore disponible dans 100, 200 ans pour les générations futures. Donc la première vraiment grande expédition botanique d'envergure en Nouvelle-Calédonie, ça a été la mission qu'on appelle la mission franco-suisse, puisqu'en fait elle a été organisée par l'université de Zurich avec deux botanistes, Baumann et Hans Hurlimann. Ces deux botanistes-là, ils ne connaissaient pas la Nouvelle-Calédonie, ils ne connaissaient pas les plantes. Et à l'époque, le plus grand spécialiste de la flore calédonienne, il est français. C'est André Guillaumin qui travaille à Paris au Muséum national d'histoire naturelle. Et lui, ça fait 40 ans qu'il travaille sur la flore calédonienne, qu'il décrit des espèces, qu'il a tout lu sur le sujet, sans jamais y avoir mis les pieds.
Allons-y, on va voir les choses spéciales. Le fameux photo de mon père sur le cheval, mon Zumak, en 1951. Et aussi, très important, alors les planchers séchés dans le laboratoire. Moi, je suis Antonia Baumann, je suis la fille de Marseille à Wien Baumann-Bodenheim. Mon père, il était botanicien, il venait d'une famille très simple mais cultivée près de Zurich. Il a décidé d'étudier, il a fait son thèse doctorale sur un thème de Nouvelle-Calédonie. Il y avait une grande mission en Nouvelle-Calédonie aux années 1920. Et puis la deuxième mission, c'était la mission de mon père, de 1950 jusqu'à 1952. Pour ça, il y a eu préparé 2 années. Il a préparé ici à Zurich, il a voyagé à Paris, il a rencontré André Guillaumin, le pape néo-calédonien pour les plantes néo-calédoniennes. Et comme ça, on s'est entendu très bien. Mais il est aussi allé en Hollande, aux Pays-Bas, à Leiden, parce qu'il y avait un institut qui s'était spécialisé sur le Sud-Pacifique, le Pacifique du Sud. Et comme ça, il a rencontré ma mère, et comme ça, c'est devenu un mariage en 1947. Voilà, mes parents, mon père, ma mère, après le retour de la Nouvelle-Calédonie. La chose était une entreprise familiale parce qu'on devait collecter beaucoup de plantes. Hein. C'était 300 plantes par journée qu'on a collectées. Le début, c'était 15 000 plantes espèces, des spécies qu'on a trouvées. Et avec le duplicat, c'était 80 000 plantes en total. Alors, c'est énormément. Et le travail titanesque, c'était pas possible sans l'aide de sa femme, ma mère Alvin, et aussi ma marraine Jo, qui a aidé à faire les étiquettes, tout ça. Il y a aussi André Guillaumin. Tout le monde l'aimait beaucoup, et pour moi, il était un grand-père. Il avait la barbe énorme, blanche. On devait faire beaucoup d'expéditions. Mon père a planifié de 82 expéditions. Alors, ça voulait dire que presque toutes les semaines, il y avait eu une expédition. 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 ou 2 semaines. Mais en ce temps-là, que vous vous souvenez, il n'avait pas le GPS, il n'avait pas le téléphone, il avait tout. On a dû prévoir les choses inconnues. Mon père avait eu une carte de la Nouvelle-Calédonie. Alors une carte énorme. La carte datait du commencement du XXe siècle. Alors c'était la seule base pour faire les excursions. Il a décrit sur la carte les excursions qui ont été faites il y a des années avant, mais aussi ses excursions personnelles. Les 82 expéditions, ils sont listés sur cette carte. Une fois, les chevaux ont décidé de retourner chez eux. Alors, la troupe, la petite groupe, était en montagne, sans rien, sans transport, sans tout, mais avec beaucoup de sacs, des plantes. Il faut improviser, essayer avec des nouveaux chevaux. Comme ça, mais c'était un problème. Hein. Alors, il y avait toujours des problèmes. Mais
La fin était de revenir à l'IFO, de l'Institut français océanique, où il y avait aussi un laboratoire. Dans le laboratoire, il y a une grande table, je me souviens très bien, parce que mon père était toujours là avec le microscope. Ma mère m'a dit, alors venez pour manger. C'était difficile de dire, hein, venez, parce qu'il était toujours fasciné avec ces plantes. Voilà les photos sur le campus de l'IFO. Vous voyez les baraques blanches qui sont laissées là par les Américains, qui étaient là-bas, c'était l'hôpital pendant la guerre mondiale. Mais après la guerre mondiale, c'est devenu l'IFO, l'Institut français océanique. Et on s'est installé dans une partie d'une baraque comme ça. Vous voyez en haut ma mère et c'est moi avec le petit chapeau. Et ici, on voit aussi ma marraine. Donc l'IFO, ça a été le premier institut de recherche fondé en Nouvelle-Calédonie. C'était l'Institut français d'Océanie. Donc il a été fondé ici. Donc en 1948, donc ils ont récupéré en fait les baraquements de l'ancien hôpital militaire des Américains qu'ils leur ont légué après la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'IFO qui deviendra l'ORSTOM puis l'IRD. Et donc c'est au sein de cet institut de recherche, le premier pour le territoire, qu'a été fondé plus tard l'herbier de Nouvelle-Calédonie dans lequel on se trouve. Donc il a été fondé par Jean-Pierre Blanchon en 1961. Et donc voilà, ça fait plus de 50 ans que sont accumulés ici les collectes botaniques qui ont été faites depuis. Un petit peu avant ça, les collectes avaient été entreposées au musée de la Nouvelle-Calédonie grâce à l'intermédiaire de Luc Chevalier qui nous les a ensuite rétrocédées lorsque l'herbier a été fondé. Quand je suis retournée avec mes fils à Nouméa, j'ai aussi rencontré Luc Chevalier. Je lui ai posé la question exactement qu'aujourd'hui, qu'on me pose ici, comment ça s'est passé en temps-là, les expéditions. Comment? Comme ça? Voilà Luc Chevalier. Ça y est, je peux commencer? Ah, comme vous voulez, oui, merci. Alors, pour commencer, je voudrais saluer particulièrement mes amis de la Suisse, monsieur et madame Baumann. En ce qui concerne Marcel, je raconterai à Tonia, par exemple, quand on avait décidé d'aller au sommet du Humboldt. Marcel devait venir avec nous. J'avais pris des scouts routiers pour donner la main à porter les sacs. Et nous avons commencé à grimper la montagne. Et au-dessus de la mine Vulcain, à Tontouta, à un moment, un des garçons me dit « Luc, il y a M. Baumann qui veut te parler. » Je vais voir Marcel et me dit exactement la phrase suivante. « Luc, je ne peux pas aller plus loin parce que je porte trop lourd. » Voilà la phrase qu'il m'a dite. Il voulait dire par là qu'il était trop chargé. Je dis ben, « Ça fait rien, Marcel, on va prendre votre sac. » Non, 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 non. Je vais rester là et puis vous me reprendrez au retour. Mais vous allez me faire des récoltes de plantes au sommet du Humboldt, le Libocédrus chevalieri, Metrosideros tetrastica, voilà, tout ça, ce sont des noms qui me reviennent. Et nous avons laissé Marcel là. Il a passé la nuit tout seul, tout seul. Le lendemain après-midi, nous sommes redescendus. Marcel nous attendait sur le sentier. Alors, ça va, ça a bien marché? Oui, nous a dit Marcel. Mais j'ai quelques plantes à ramener jusqu'à la voiture, au camion en bas. Oui, alors on va vous donner la main, Marcel. Où est-ce qu'ils sont? Et Marcel nous a montré 7 gros sacs. Pendant notre absence, il avait récolté 7 gros sacs de plantes. Tout ce que j'ai vécu avec lui. Mais c'est comme si c'était hier. Et croyez-moi, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre souvenir, ben, il n'est pas prêt de s'effacer de mon cœur. Je vous embrasse. Au revoir. Ici à Zurich, on a compris que cette expédition était très, très exceptionnelle. En temps, on a digitalisé les plantes à Zurich, hein, dans l'Institut botanique. Cette collection était le premier qu'on a digitalisé.
Les plantes néo-calédoniennes ont une place très très spéciale. Voilà quelques plantes qui étaient très importantes pour mon père. Ça, c'était le Chrysingyne barmanier. Voilà un autre exemple. Et il l'a nommé comme ma mère, Bodenheimia, parce qu'il aimait beaucoup ma mère. Il y avait deux choses que mon père aimait, c'était sa femme et la Nouvelle-Calédonie. Avec l'arrivée des instituts de recherche, on commence à voir des botanistes qui vont s'installer en Calédonie sur le long terme, donc des botanistes de profession, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont vraiment payés pour collecter des plantes, pour documenter la flore calédonienne. Et donc là, c'est là où il y a le plus de progression finalement dans le nombre de collectes et dans le nombre d'espèces découvertes, parce que ces gens-là, ils ont le temps de s'approprier la flore, de connaître les écosystèmes, de connaître les gens, et donc vraiment d'accéder de plus en plus au milieu naturel. Et celui qui a vraiment marqué cette époque-là, c'est de loin Hugshaw McKee. Donc il a collecté 30 000 spécimens au total en Nouvelle-Calédonie. Donc ça reste un record qui restera inégalé, je crois. Le deuxième, il a 8 000 spécimens, par exemple. Donc voilà, il a énormément collecté partout en Calédonie. Quand on voit la carte de ses collectes, il y a vraiment plus de coins où il a été que de coins où il n'a pas été. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a parcouru le territoire vraiment intensément. Et il faut dire qu'il était assisté par sa femme Margaret aussi. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle peut-être pas assez, mais ils étaient tout le temps, tous les deux, à faire les collectes. Et ils étaient connus pour aller partout en 2 chevaux. Donc ils étaient dans leurs 2 chevaux et c'était l'époque où finalement il y avait plein d'exploitations forestières, il y avait plein de mines qui s'ouvraient, c'était le boom du nickel. Et donc ils ont eu accès avec leurs 2 chevaux à plein de nouvelles pistes qui se sont ouvertes et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire plein de collectes intéressantes. Donc parmi les très belles plantes qu'ils ont trouvées pour la Calédonie, Hugshaw McKee et sa femme ont notamment trouvé le Captain Cookia. On connaît bien en Calédonie, on l'appelle aussi le fontaine piment parce qu'il est très ornemental avec une grosse floraison massive. Voilà donc la collecte type, la collecte de référence pour le fameux Captain Cookia, donc ramassé par McKee dans la région de Pointe-Boute en 71. Et donc ils ont trouvé ça voilà, dans la région de Pointe-Boute. Et c'est amusant parce que pendant longtemps, en fait, on n'a pas su exactement où est-ce qu'il l'avait trouvé, parce que le propriétaire de l'époque lui avait demandé de garder le secret. Quand j'étais gamine, on allait en vacances à Pointe-Boute sur une propriété familiale. Et un jour, mon papa nous annonce que des scientifiques vont venir sur la propriété parce qu'il y a une plante rare qui a été répertoriée il y a quelques années et ils vont revenir faire des photos. Et voilà, il faut la protéger, elle est unique, elle est endémique à la région de Pointe-Boute. Moi, pour une gamine de cet âge-là, c'est juste, je ne sais pas si je trouverais tous les qualificatifs, mais c'était génial, extraordinaire, fantastique. Donc, quand mon papa nous a parlé de cette plante, on a décidé d'aller faire des photos sur place pour découvrir le mystère, hein. C'est le cas de le dire. Donc voilà, il y a les photos avec les cousins, la plante en question avec ses petites fleurs le long du tronc, la petite touffe de feuilles en haut. Mes parents, mes sœurs, mes parents et moi sur la photo avec mes cousins. Oh là là, mon Dieu, l'ado. Et puis une belle photo de ma maman aussi que mon papa a pris. C'est un tronc et puis sur ce tronc, il y a des fleurs. Elles pendent en grappe comme ça sur le tronc, quoi. Et après, il y a cette petite touffe de feuilles dans le haut. Et ouais, c'était une plante un peu bizarre en fait. Donc après, plus tard, j'ai eu envie de chercher. Et avec ma fille, on est allé un peu sur Internet pour voir le nom de ceux qui avaient découvert cette plante. Et puis, le nom de McKee est sorti. Monsieur McKee était toujours très précis dans ses recherches. Et que justement, à la demande de mon papa, il est resté très vague sur le lieu où se trouvait cette plante. Apparemment, mon papa a insisté pour pas que le lieu soit dévoilé. Donc, vous voyez, vraiment, c'était la plante à préserver, quoi.
La connaissance finalement de notre nature, de la nature qui nous entoure, c'est un peu la base pour tout ce qui est usage. Donc c'est cette curiosité finalement qui, je pense, anime l'être humain de manière générale, mais nous, scientifiques plus particulièrement, qui nous amène à vouloir classer le vivant, oui, mais aussi à vouloir mieux le comprendre, dans un but simplement de protection des écosystèmes, parce qu'on se rend compte que finalement nos écosystèmes ils sont en train de péricliter et que nous on périclitera avec.